Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis pour une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour reparler encore une fois de l'adaptation animée de Melody. Par contre, cette fois, ce sera une vidéo beaucoup moins salée que la vidéo sur Pure, où on avait parlé des plans dégueulasses et de la réalisation assez médiocre. Mais aujourd'hui, on va parler de l'adaptation animée dans son ensemble. C'est-à-dire que je vais parler de la réalisation, je vais pas parler des seiyuu, je m'expliquerai plus tard. Du rythme de parution et puis surtout de ce qui est niveau scénario parce que c'est un élément assez atypique et plutôt intéressant à traiter compte tenu des conditions de travail d'un mangaka. Donc concernant déjà le format qui a été choisi pour l'adaptation animée, c'est quelque chose de très classique. Bon déjà, je pense que comme vous le savez tous, c'est une série TV qui est séparé du coup en 2 saisons, donc 52 épisodes pour la première et 39 pour la saison 2. Un nombre d'épisodes qui est assez courant pour les animes à cette époque-là. On va dire que c'est le nombre d'épisodes moyen d'un, entre guillemets, gros animé fleuve. Et oui, c'est bien un animé fleuve, parce que même si c'est séparé en 2 saisons, la diffusion de Pure a débuté pile la semaine après l'épisode 52 de la saison 1. Donc ça en fait un anime fleuve et pas un animé de saison où il y a eu une séparation d'environ 1 an entre les deux. Concernant les seiyuu, comme j'ai dit, je vais pas y revenir aujourd'hui parce que tout simplement nous avons déjà réalisé une vidéo sur les comédiens de doublage français que je vous invite à aller voir, c'est très intéressant pour ceux qui aiment le milieu du doublage. Donc, suite à celle-ci, on en avait parlé à l'époque du tournage de celle-ci, je pense qu'on va réaliser une vidéo consacrée aux seiyuu japonais. Et puis, même si c'était pas prévu, je pense que c'est quand même mieux d'en parler avec les copains, voilà. Maintenant, on va parler de la réalisation. Donc, concernant les studios d'animation, vous les connaissez déjà, vu que j'en avais parlé sur ma vidéo de Pure, c'est-à-dire Acta et Synergy SP. Donc si vous vous souvenez plus, ou si vous n'avez pas visionné cette vidéo, ils ont fait comme animé que tout le monde connaît ici, je pense, c'est tout simplement Beyblade Metal Fusion. Je pense que je peux pas vous donner un meilleur exemple d'animé connu qu'ils ont réalisé. Concernant les studios d'enregistrement, donc c'est-à-dire pour le doublage, chose dont je vais parler uniquement par rapport à ça, car comme je vous ai dit, les seiyuu, on va pas les traiter aujourd'hui. Il s'agit de Panic Canyon. Donc c'est un studio d'enregistrement qui est assez connu, même si j'ai pas réussi à trouver grand chose où le doublage ait eu lieu là-bas, mis à part Gotobun qui est assez récent et connu. Et à côté nous avons Aniplex qui est tout simplement un mastodonte où il y a eu des doublages, par exemple, je sais pas moi, les films SAO Progressive et le film Demon Slayer. Je pense que tout le monde connaît dû à l'engendrement qu'ont eu ces films lors de leur diffusion. Donc alors, le réalisateur de l'adaptation animée de Mère Melody est Yoshitaka Fujimoto. Je suis désolé, j'arrivais pas trop à lire. Alors, d'après ce que j'ai vu, il a réalisé uniquement des adaptations animées, c'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé de films, d'après ce que j'ai vu. De films d'animation, j'entends, parce qu'on pourrait rester dans le même domaine. Hein. Et souvent, quand il travaille sur un animé, il s'agit soit du réalisateur, soit du storyboarder, donc deux rôles très importants, donc je pense que c'est quelqu'un qui pèse assez dans le game dans ce milieu. Et en anime assez connu qu'il a réalisé, nous avons Black Cat et tout simplement l'une des séries du gigantesque Mecha Gundam. Il y a aussi des animés comme Galaxy Angel où il était à la fois storyboarder et réalisateur, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez imposant de faire ces deux rôles en même temps. Je pense qu'on a tout dit sur le réalisateur, et maintenant je vais venir sur le point qui est assez important à traiter, c'est tout simplement la scénariste qui est nulle autre que Yokote. Donc comme vous savez, Yokote n'est nul autre que l'auteur et scénariste de l'œuvre originale, donc chose qui est très intéressante pour une adaptation animée. Tout simplement parce que ça peut lui permettre de faire des rajouts, de corriger certaines choses. Bon, malheureusement, elle n'a pas corrigé certaines incohérences, comme on a pu le voir en fonction des vidéos sur le sujet et des incohérences qu'on a remarquées nous-mêmes lors du visionnage de l'animé. Mais du coup, c'est surtout intéressant par rapport au fait que
Yokote a, grâce à cela, énormément plus de temps pour bosser sur son œuvre. Donc comme j'ai dit, des corrections, des rajouts. Tout simplement parce qu'elle n'a plus le souci du rythme de parution du Nakayoshi et de son éditeur qui, comme tout éditeur, change beaucoup de choses dans l'œuvre généralement. C'est pour cela que, en réalité, on peut se demander si les fillers de Mermaid Melody sont-ils réellement des fillers. Je pense qu'il y a des rajouts et des vrais épisodes fillers qui peuvent tout simplement se remarquer. Je pense notamment à l'excellent épisode 44 qui est pour moi un rajout, même si on ne saura jamais si c'est un rajout ou un réel filler. Pour moi, c'est un rajout. Ou concernant des fillers de mauvaise qualité, comme j'en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos solo, on a bien évidemment l'épisode 34 qui est un épisode pas vraiment aimé du fandom et qui est pour moi un véritable filler. On parle de rajout pour l'adaptation animée, comme j'ai évoqué, mais il y a aussi des éléments qui ont été supprimés, bizarrement. Comme par exemple, comme je vais l'appeler, la tutrice de Sarah, parce que si vous ne savez pas, ce n'est pas sa grand-mère. Bon, bien sûr, je pense que tout le monde savait que ce n'était pas sa grand-mère biologique, mais ce n'est pas non plus comme ça que Sarah l'appelle de base. Donc comme l'avait dit Kassas dans sa vidéo sur les incohérences sur sa chaîne solo, pardon, c'est un élément qui, pour moi également, n'avait aucune raison d'être retiré. Surtout pour des rajouts inutiles tels que Miss Calamité. Parce qu'il faut bien savoir que les fillers, ça sert surtout à faire avancer le manga, mais à quoi ça sert de faire avancer le manga quand la scénariste de l'adaptation animée est la scénariste du manga? Je veux dire par là que ce qui se passe souvent, c'est que le studio d'animation, il crée des fillers pour que le mangaka il continue son histoire, pour que, tout simplement, les personnes qui travaillent dans le studio, ils puissent avoir la suite pour l'adapter. Sauf que, avec Yokote comme scénariste, tu peux avoir la suite sans qu'elle soit en manga. Surtout que je pense, comme vous l'avez vu, l'anime a réellement pris de l'avance sur le manga. On a aussi le public visé qui, pour moi, a été modifié tout simplement, car on est, pour moi, sur l'anime, sur une œuvre beaucoup plus enfantine. J'y reviendrai plus tard sur une potentielle vidéo différence manga animé, mais on est vraiment sur quelque chose de plus enfantin. Mais ceci est tout simplement expliqué pour moi par l'horaire de diffusion japonaise, parce qu'il me semble que, d'après ce que j'avais vu en visionnant certains épisodes en VO, c'est dans les 8h du matin, donc c'est souvent les horaires où les animes sont un max censuré ou un max modifié niveau scénario pour que ce soit pas violent. Je vais reprendre l'exemple de mon cher Dragon Ball. Donc pour cette vidéo, on va prendre Dragon Ball Super avec un manga limite gore dans certaines scènes, ou dans l'animé, dû à l'horaire de diffusion, ils ont tout simplement retiré toutes les gouttes de sang possibles. Il n'y a pas une seule goutte de sang dans DBS. Et je rappelle que dans le manga de Mermaid Melody, on voit du sang, chose qui n'est pas vraiment le cas dans l'animé, à part un moment où on voit Kaito saigner du bras dans l'épisode, je sais plus si c'est de la bougie. Non, c'est pas de la bougie. C'est l'épisode sur la grotte, voilà. On peut confondre les deux vu que techniquement les deux épisodes se passent dans des grottes. J'avais donné l'exemple du coup de la fausse grand-mère de Sarah pour vous dire qu'il y avait des éléments qui ont été énormément modifiés, ce qui donne quelque chose d'assez différent au visionnage tout simplement. Il y en a encore plein d'autres, mais comme je vous ai dit, j'en parlerai dans ma vidéo différence. Je pense que j'ai tout dit sur ce que Yokote a apporté à l'adaptation animée et du coup les choses qui sont très intéressantes dues à cela. Avant de finir cette vidéo, je vais revenir très rapidement sur les chara-design et la réalisation de la saison 1. En ce qui concerne les chara-design, par rapport aux personnages qui sont assez importants dans l'œuvre, on n'a pas énormément de changements de chara-design, sachant que le plus gros point à noter, c'est tout simplement les cheveux de Rina qui sont beaucoup plus sombres dans l'anime et dans le manga. On a vraiment du vert clair. Donc en conclusion, sur les chara-design, il n'y a pas grand chose à dire car c'est la seule
chose qui a été modifiée par rapport à ça. On a des chara-design assez fidèles au manga original et qui vont très bien avec une adaptation animée. Concernant la saison 1, bah, je trouve que contrairement à Pure, on est sur un anime fleuve plutôt classique, comme ce qui est sorti à cette époque-là, ou encore maintenant en anime fleuve, c'est-à-dire qu'on a des épisodes pas très beaux, des épisodes de meilleure qualité, sauf que contrairement à Pure, il y a quand même un meilleur équilibrage entre bonne réalisation et mauvaise réalisation. Contrairement à Pure, comme j'ai dit, où on a, je dirais, comme ça, une bonne vingtaine d'épisodes avec des plans bien foireux sur 4-5 épisodes qui ont été extrêmement bien réalisés. Je pense notamment au premier, au deuxième et à l'épisode où Noana est apparue. Alors, je pense que celle-là, je vais la garder au montage. J'ai dit Luana au lieu de Lanua. Donc, on va dire coucou à Pinkuera parce que j'ai tout simplement dit le nom de son océan au lieu de dire Lanua. Voilà, c'est vrai que c'est assez semblable niveau prénom. Et on est sur un lapsus assez rigoureux. Bon, mis à part ce petit lapsus, après cette conclusion, je vais juste vous dire que, tout simplement, cette vidéo aura des suites annexes concernant tout simplement la vidéo différence entre manga et l'anime qui est actuellement en cours d'écriture d'ailleurs, et également une potentielle vidéo sur les seiyuu japonais qui seront tout simplement liées à celle-ci, ce qui rendra cette analyse de l'adaptation animée complète. Donc moi je vais vous laisser là les petites perles et je vous dis ciao.